La parole est au professeur Mehtaoui, donc il va nous parler sur les dernières recommandations sur l'insuffisance cardiaque. Bien, merci beaucoup, Belle. Bon, à mon tour d'essayer de respecter le temps. Je vois que le compteur joue en ma faveur, il est à 0, donc il ne va pas compter les quelques minutes que je vais rajouter. Alors, vous avez vu qu'en 2016, on a la particularité de voir des recommandations aussi bien américaines qu'européennes qui sortent le même jour, pure coïncidence ou particularité de cette année. Le 21 mai 2016, on voit des recommandations européennes qui sortent dans le Open Heart et puis recommandations américaines qui sortent aussi dans le JACC. Donc c'était intéressant de voir que tout le monde s'est aligné sur la même chose, et c'est une bonne chose puisque cette maladie qui tue, qui est très fréquente, pour laquelle on a eu beaucoup d'avancées thérapeutiques et diagnostiques, on commence à dire que finalement, probablement, c'est une maladie qui est traitable. Et aussi, on peut la prévenir. Raison pour laquelle les recommandations, vous allez voir qu'ils commencent vraiment au verba. Ils commencent par reprendre la définition de l'insuffisance cardiaque, mettre les choses en place pour que tout le monde parle le même langage. Et probablement, dans la prise en charge de la maladie, on aura des études plus ou moins cohérentes, ayant la même définition, ayant la même classification, parce qu'on reprend une classification basée sur plusieurs éléments. Et puis, on a droit à un nouveau algorithme diagnostique et thérapeutique, aussi bien dans l'insuffisance cardiaque chronique qu'aiguë. Vous allez voir que, vu que je suis très serré dans le temps, la partie insuffisance cardiaque aiguë, je ne vais pas la traiter. La partie prévention de l'insuffisance cardiaque non plus. Voilà l'ancienne définition de l'insuffisance cardiaque. Comme vous le savez, on le savait grosso modo, 50% des malades avaient une fraction d'éjection basse et les 50% avaient de l'insuffisance cardiaque diastolique. Mais on sait très bien que dans le groupe des insuffisances cardiaques diastoliques, alors là je fais n'importe quoi, voilà, il y avait une partie de malades qu'on ne savait pas, parce que même le cut-off de la fraction d'éjection n'était pas clair, était 50%, des fois était 40% en fonction des études. Donc il nous reste une partie de malades qu'on ne sait pas. On ne sait pas est-ce que c'est vraiment des malades à mettre dans l'insuffisance cardiaque diastolique ou pas. Et donc, il a fallu introduire, et on voit dans ces nouvelles recommandations apparaître cette catégorie qui est actuellement bien définie. On va voir pour quelle raison. Pour la définition de la maladie elle-même, elle se base actuellement sur les symptômes. On ne peut pas parler d'insuffisance cardiaque sans avoir de symptômes. Et ces symptômes peuvent être plus ou moins typiques, peuvent s'accompagner de signes, mais on va partir de symptômes. Il faut chercher des anomalies structurelles, essentiellement de la fraction d'éjection, mais aussi de la taille de l'oreillette gauche, de la masse VG, et aussi des anomalies fonctionnelles qui peuvent entraîner une diminution du débit cardiaque ou une augmentation de pression de remplissage. À partir de là, on voit la nouvelle définition. Il y a le HFpEF que vous connaissez déjà, et au milieu, la partie fraction d'éjection 40 et 50%, on lui a donné le nom de fraction d'éjection insuffisance cardiaque fraction d'éjection modérément réduite, le HFmREF, et cette partie dans laquelle on met la même définition, les symptômes, fraction d'éjection entre 40 et 50%, et des paramètres dont on a besoin, un paramètre biologique qui est l'augmentation des peptides natriurétiques, et une anomalie structurelle, essentiellement une augmentation de la taille de l'oreillette gauche, plus de 34 ml par mètre carré, ou augmentation de la masse VG selon que ce soit homme ou femme, 95 ou 100, plus de 115 grammes par mètre carré. Et bien sûr, à côté, vous voyez la définition retenue pour les pressions de remplissage élevées. Alors pourquoi une troisième catégorie d'insuffisance cardiaque? Mais simplement pour pouvoir faire des études dans l'avenir, parce qu'on a l'impression que c'est un phénotype à part, que ce n'est pas probablement la même chose, même si on les a mis depuis longtemps dans le pool insuffisance cardiaque diastolique. Et là, il va falloir l'identifier, lancer ou stimuler la recherche dessus, et probablement que là où on a échoué dans la démonstration de l'intérêt de traiter avec les UC, les ARA2 ou autres l'insuffisance cardiaque diastolique, probablement cette catégorie de patients sur laquelle ces médicaments ou autres peut-être vont pouvoir agir. On classe aussi, là je vais faire rapidement, on classe c'est juste pour qu'on puisse parler le même langage. Dysfonction diastolique, dysfonction systolique asymptomatique quand on n'a pas de symptômes, insuffisance cardiaque chronique et a fortiori stable quand le patient est stable depuis plus d'un mois. Moins d'un mois, ça va être une insuffisance cardiaque décompensée, et bien sûr après, il y a l'insuffisance cardiaque aiguë qu'on peut appeler aussi insuffisance cardiaque de novo. Merci de respecter l'orateur, s'il vous plaît. Alors, il nous reste troisième façon de classer l'insuffisance cardiaque, c'est en fonction de la classification NYHA. Quatrièmement, on peut aussi, et là c'était juste dans les recommandations américaines, maintenant les Européens l'utilisent aussi,
il va falloir parler en termes d'insuffisance cardiaque en stade A, où là on peut faire le focus dans la prévention, patient hypertendu, diabétique, dyslipidémique, qui est à haut risque de développer une insuffisance cardiaque. On dira ça, c'est une insuffisance cardiaque, un classe A, donc c'est une catégorie sur laquelle il va falloir faire le maximum. Et là, je n'ai pas le temps de parler d'études sprint, mais une des études qui ont changé un peu les choses, qui montre qu'il va falloir faire un effort pour prévenir le développement d'insuffisance cardiaque dans cette catégorie. Et puis, il y a la catégorie B, tous les patients qui sont sous chimio ou autres, et qui vont avoir une dysfonction systolique sans avoir d'insuffisance cardiaque. Et puis la vraie insuffisance cardiaque, c'est dans les stades C et D. D aussi, c'est bien de le catégoriser parce que c'est là où on va chercher à mettre des devices, n'importe lesquels, elle va de assistance circulatoire, etc., ou carrément en transplantation cardiaque. Donc c'est bien, c'est de la terminologie, mais c'est intéressante pour qu'on puisse parler le même langage. La même chose pour l'insuffisance cardiaque aiguë, en fonction de congestion ou pas, hypoperfusion ou pas, il y a 4 catégories. C'est une classification qui est connue, mais simplement c'était connu chez les Américains, mais un peu moins chez les Européens. Alors sur le plan diagnostique, quoi de neuf, c'est que par rapport, ou de façon similaire par rapport à la maladie thromboembolique, dans laquelle on demandait toujours de faire un score de probabilité clinique avant de demander quoi que ce soit comme examen pour confirmer la maladie thromboembolique, ben on a fait la même chose. Dans l'insuffisance cardiaque, on vous demande dorénavant de faire un score de probabilité. Ce n'est pas un vrai score, mais en tout cas, c'est une proposition à partir d'éléments cliniques, physiques et bien sûr électriques. Vous voyez bien, vous reconnaissez très bien que certaines catégories, par exemple ici, c'est des patients qui sont à risque d'avoir de l'insuffisance cardiaque, un patient exposé à des produits cardiotoxiques, un patient qui a de l'hypertension, qui est coronarien, etc. Bien sûr, il pourra développer un jour ou l'autre une insuffisance cardiaque. Et dès qu'il fait des symptômes, on sait déjà qu'il est à haut risque d'avoir cette maladie. Maintenant, par la suite, la deuxième étape, c'est est-ce qu'il va falloir partir de la clinique vers l'écho? Ben, c'est ça la nouveauté, probablement pas pour les cardiologues, mais vous savez que cette maladie, elle est traitée par tout le monde et il va falloir screener, trouver beaucoup plus de malades, notamment dans la population générale. Et donc, on se demande, est-ce qu'il faut passer de la clinique directement à l'écho, il faut passer par les peptides natriurétiques. Un rappel, les peptides natriurétiques ont une très 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 bonne sensibilité, malheureusement, leur spécificité est pauvre. Et donc, là, à mon sens, c'est une nouveauté de ces recommandations, c'est qu'on marque le point exactement comme les didymères. On dit que les peptides natriurétiques servent à éliminer plutôt l'insuffisance cardiaque. Et donc, quand on a un faible doute sur que ce soit une maladie d'insuffisance cardiaque ou pas, il est intéressant de les demander, et comme ça, on écarte et on ne demandera même pas l'écho. Ça, c'est encore une fois un message qui n'est pas adressé aux cardiologues, pour lesquels l'échographie est juste à côté. Alors, voilà l'algorithme qui a été proposé. Dans les situations non aiguës, on fait un score de probabilité. La présence d'un seul élément nous amène à demander les peptides natriurétiques avec des taux, regardez, qui sont très bas, 35 pour le BNP. Encore une fois, pourquoi? C'est juste pour pouvoir par la suite justifier la demande de l'échocardiographie. Si on a un score de probabilité 0, si les peptides natriurétiques se révèlent négatifs, on exclut pratiquement le diagnostic de maladie d'insuffisance cardiaque. Sinon, on part à l'écho et après, l'étape qui suit, c'est de chercher systématiquement étiologie et comorbidité associée. Étiologie, vous avez toute la liste que vous connaissez. Je rappelle simplement qu'il va falloir faire le point sur quelques étiologies dont on n'a pas l'habitude de chercher. Et puis, la même chose pour les comorbidités. Cherchons un peu plus l'apnée du sommeil, le déficit en fer, dysfonction érectile, les anomalies du système nerveux autonome. C'est des choses aussi intéressantes. Alors, on propose aussi dans les recommandations un checklist exactement pour l'HTA, un bilan minimal à faire qui comporte une numération, un bilan hépatique, un bilan de glycémie, de lipides, etc. Mais surtout, regardez, on recommande en classe 1C le dosage de la ferritine et en plus de la transférine. C'est intéressant parce que même en l'absence d'anémie, on peut avoir un déficit en fer et cette maladie prédispose au développement d'une carence en fer qui elle-même sera responsable d'une altération de la qualité de vie, de la capacité à l'effort, etc. Alors, quelques examens sont réservés à la situation particulière, je n'ai pas le temps de les développer, notamment la biopsie endomyocardique quand il faut la faire, mais j'attire votre attention que pour une première fois, on commence à intéresser les cardiologues à un examen dont ils n'ont pas l'habitude, c'est l'échographie thoracique, pour chercher des signes de congestion pulmonaire dans les situations aiguës, dans l'usique, classe 2B, mais ça démontre qu'on doit commencer à s'entraîner à ce genre d'examen pour pouvoir
rechercher si le malade... Les crépitants ne sont pas toujours spécifiques, mais cet examen permettra peut-être de mieux spécifier l'examen. Alors, sur le plan thérapeutique, qu'est-ce qui est nouveau? Il y a déjà la couleur. On a commencé à mettre les médicaments qui ont un niveau de preuve très élevé en vert, classe 1, un B, un A ou un B, et puis ceux qui ont un classe 2A, on les met en jaune. Deuxième chose, c'est que le long, bien sûr, de toutes les étapes thérapeutiques, il va falloir penser à mettre des diurétiques ou mettre un défibrillateur implantable. Le sujet a été très très bien développé par le professeur Flett tout à l'heure, donc je passe. Troisième point, c'est qu'on avait toujours ce débat, faut-il commencer par les bêta-bloquants ou les IEC? Là, il n'y a pas de différence. Commencez par ce que vous voulez, petite dose de chacune, mais l'essentiel, c'est de pouvoir titrer jusqu'à arriver à des doses les plus tolérées par le patient. Après, vous mettez un anti-aldostérone et après, vous voyez sur le même palier, il va falloir penser à 3 choses à la fois. Bon, on fait ce qu'on peut. On pense à la fréquence cardiaque, on trouve qu'il est encore plus de 70, on pense à l'ivabradine. On regarde si le patient a un QRS large, on va discuter l'indication de CRT. Et puis, en même temps, on nous demande de penser à substituer l'IEC s'il est à bonne dose. Si le patient, bien sûr, a une tension correcte, le substituer, classe 1B, par un autre venu de la classe qui est un inhibiteur à la fois de l'angiotensine et de la néprilysine, qui était un produit, une enzyme qui dégrade les peptides natriurétiques. Là, c'est juste, j'ai pas le temps de le dire, mais c'est les différentes molécules qui sont prouvées qui ont prouvé une place dans l'insuffisance cardiaque. Un mot sur le déficit en fer. On n'a pas besoin d'avoir une anémie. Le fait d'avoir un déficit en fer altère aussi bien le pic VO2 que la compétence à l'effort, donc c'est important de le chercher, au moins sur le plan théorique, parce que quand même on a un niveau de preuve qui s'accumule, qui est très important, avec beaucoup d'études, essentiellement 2 études randomisées, l'étude FAIR et l'étude Heart Failure, et qui ont démontré, et ce qui a valu bien sûr un classe 2A, que l'injection du fer carboxymaltose, on n'a pas au Maroc, je vous le dis, intraveineux, il est intéressant et permet d'ailleurs de gagner quelques points en hémoglobine rapidement et d'améliorer les malades, au moins sur le plan fonctionnel, de façon spectaculaire. La CRT, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qui était dit auparavant, simplement je rappelle que le cutoff a changé, on ne se casse plus la tête avec l'algorithme de 2012 quand même, qui avait un peu des choses pas claires. On propose un schéma beaucoup plus clair. Moins de 130 millisecondes, on ne fait pas bien sûr, et plus de 130 en fonction de ce qu'on est un bloc gauche ou une forme non bloc gauche. On est déjà autorisé à proposer une resynchronisation, mais bien sûr avec un niveau de preuve différent en fonction de est-ce qu'on a un bloc gauche ou non. Pour le défibrillateur implantable, je passe, ça a été bien présenté avant. Et voilà, j'arrive probablement au mot de la fin en disant que qu'est-ce qu'on a de nouveau pour récapituler? Un nouveau venu dans la classification de l'insuffisance cardiaque, le HAF-MREF. De nouveaux critères pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Et essentiellement, on nous demande de faire de plus en plus un score de probabilité clinique avant de passer à l'écho. Et en quatrième, il va falloir mettre l'accent sur la prévention. Je n'ai pas eu le temps de la développer, mais c'est un chapitre très important dans les recommandations. Je vous conseille de les lire. Cinquième chose, c'est le nouveau venu, le sacubitril valsartan ou le nom de Entresto, qui est maintenant dans les recommandations avec une classe 1B à la place des IEC. Une nouvelle définition des indications de la resynchronisation, un nouveau algorithme pour l'insuffisance cardiaque aiguë et bien sûr un nouveau schéma thérapeutique. Et je vous remercie. Merci, professeur Hataoui, pour ces nouvelles recommandations en 2016 concernant l'insuffisance cardiaque. Est-ce que dans la salle, il y a des remarques, des recommandations? Oui, là-bas au fond. On n'entend rien. J'ai une petite question pour M. Hataoui par rapport à... Mieux fait, une question, pas une question. Donc déjà, on vous remercie pour cette belle présentation. Moi, ma question, c'est que j'ai appris qu'en 2016, effectivement, il faut rechercher la ferritine automatiquement chez les insuffisants cardiaques. Je me pose la question de manière pratique. Si je cherche chez un patient qui a une insuffisance cardiaque la ferritine, que je la trouve qui est basse et que je n'ai pas ce fer injectable, est-ce que ça serait judicieux de mettre le patient sous supplémentation en fer par voie orale? Voilà.
Absolument, je m'attendais à cette question. Malheureusement, l'effet n'est pas aussi spectaculaire que celui d'injecter du fer. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'aléas, à la fois au niveau du tube digestif, même par rapport aux résultats. Et puis le problème ici, c'est la surcharge en fer. Donc il va falloir beaucoup de temps par rapport à la différence. Je pense que c'est à cette molécule que vous faites allusion. Alors qu'en injectant du fer en injectable, c'est rapide et l'efficacité, elle est démontrée. Je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas eu des essais thérapeutiques avec les nouveaux, avec les autres, même avec d'autres formes de fer injectable, autres que le carboxymaltose, il n'y a pas de résultat. Donc, une dernière question avant de conclure. Oui, c'est vrai que je les appelle. Je pense qu'il y a plus ou moins actuellement donc, un consensus là-dessus. Le syndrome d'apnée du sommeil chez l'insuffisance cardiaque, majoritairement, c'est une forme centrale plus que les formes obstructives. Et c'est là où l'étude qui a été faite a échoué. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut pas. On recherche, ça c'est clair, mais est-ce qu'il faut traiter non. Ce n'est pas encore recommandé, sauf peut-être pour les formes obstructives, tout en sachant que c'est des formes mineures. Hein, donc on trouve plus souvent des syndromes d'apnée du sommeil central chez l'insuffisance cardiaque. Merci beaucoup pour cette séance qui était très riche. Merci pour les orateurs. Merci pour donc il y a un symposium tout de suite qui va démarrer. Voilà, il va démarrer.